La diplomatie. Rien que le mot, ça évoque des images de salles un peu feutrées, de poignées de main secrètes, non? Mais alors, comment est-ce que cet art, qui est super ancien, a bien pu s'adapter à notre monde d'aujourd'hui hyper connecté? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour commencer, regardons un peu les grands défis de la diplomatie aujourd'hui. On parle d'une communauté d'intérêts qui grandit, de l'impact énorme de l'opinion publique et d'une révolution des communications. Franchement, ça sonne très, très actuel, pas vrai? On pourrait croire que ça a été écrit hier. Et pourtant, Eh bien, cette analyse, elle date de 1910. Oui, 1910. C'est fou, non? Ça nous montre bien une chose. Les problèmes de fond, eux, ils n'ont pas vraiment changé. En fait, le jeu est resté le même. Par contre, les outils, eux, n'ont plus rien à voir. C'est ce paradoxe qui est super intéressant et qu'on va creuser. Comment est-ce que cet art si ancien fait pour survivre et même pour évoluer dans un monde que ses inventeurs n'auraient même pas pu rêver? Allez, on remonte le temps. Direction l'Italie de la Renaissance pour voir où tout a commencé pour la diplomatie moderne. À cette époque, en pleine Renaissance italienne, des gens comme Machiavel regardent le monde, non pas avec des idéaux, mais avec un réalisme assez brutal. Et il comprend un truc fondamental, dans le jeu politique entre les princes, ce ne sont pas les belles promesses qui comptent. Non, c'est la force, la nécessité. Et ça va donner naissance à un concept complètement nouveau. Ce concept, c'est la fameuse raison d'État. L'idée est vraiment radicale pour l'époque. En gros, ça veut dire que l'État, lui, n'a pas à suivre les mêmes règles morales qu'une personne. Pour sa survie, pour ses intérêts, il peut faire des choses qui, à titre personnel, seraient considérées comme, immorales. La fin justifie le moyen, en quelque sorte. Et la diplomatie, elle devient l'un de ces moyens privilégiés. Bon, cette nouvelle façon de voir les choses, ça demande forcément de nouveaux outils. Et là, on a une idée qui va tout changer. L'ambassadeur résident. C'est-à-dire avoir quelqu'un en permanence dans une cour étrangère. C'est une vraie révolution. On passe de mission exceptionnelle à une négociation qui ne s'arrête jamais et surtout à une collecte d'infos systématique. Voilà, les bases de la diplomatie moderne sont en place. ok, donc on a les bases. Maintenant, voyons comment ces pratiques, qui étaient un peu au cas par cas, vont se transformer en un vrai système, avec des règles claires pour tout le monde. Pendant très longtemps, la diplomatie, c'était surtout une affaire de coutume. Mais au XIXe siècle, tout s'accélère. Ça commence en 1815 avec le Congrès de Vienne qui met un peu d'ordre, notamment dans les questions de qui passe avant qui. Ensuite, un grand bond en avant après la Première Guerre mondiale avec la Société des Nations qui pose les premières pierres du multilatéralisme. Et le point d'orgue de tout ça, c'est en 1961, la Convention de Vienne. C'est un peu le code de la route des relations internationales. Et cette convention, elle est super bien pensée. Elle repose sur un équilibre. D'un côté, on donne aux diplomates des droits super importants. L'inviolabilité, l'immunité, bref, de quoi leur permettre de travailler sans subir de pression. Mais de l'autre côté, il y a des devoirs tout aussi clairs. Ne pas se mêler des affaires du pays et bien sûr respecter ses lois. C'est une sorte de contrat de confiance. Et c'est ce qui fait que tout le système peut tenir debout. Donc on a un règlement clair, c'est super. Sauf qu'il a été pensé pour un monde avec assez peu d'acteurs. Alors que se passe-t-il quand la scène internationale, qui était une sorte de club très sélect, se retrouve tout d'un coup envahie par des centaines de nouveaux joueurs? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé au XXe siècle. Le petit monde tranquille de la diplomatie entre États va être complètement chamboulé. Pour bien comprendre le changement d'échelle, il suffit de regarder un chiffre. En 1909, dans le monde entier, il n'y avait que 37 organisations internationales. 37, c'était un monde où tout le monde se connaissait, ou presque. Et regardez maintenant le bon. Moins d'un siècle après, on est passé à près de 400. Le chiffre a été multiplié par plus de 10. La scène diplomatique, ce n'est plus quelques musiciens de chambre, c'est devenu un immense orchestre, un peu bruyant et pas toujours très accordé. Et cette nouvelle réalité, forcément, ça crée un nouveau style de diplomatie. À côté de la diplomatie classique, la bilatérale, qui se fait à deux, souvent en secret, pour défendre des intérêts nationaux, eh bien, un autre modèle émerge, la diplomatie de conférence. Là, c'est multilatéral, c'est public, et on parle de problèmes qui concernent tout le monde, comme le climat, la santé. Les deux modèles coexistent aujourd'hui, mais clairement, le jeu a changé. Ok, on a vu l'explosion du nombre d'acteurs. Maintenant, passons au deuxième grand bouleversement, la révolution numérique, qui va encore une fois tout transformer. Si le nombre d'acteurs a changé l'espace, le numérique, lui, a changé le temps. Le rythme est devenu fou. Il faut s'imaginer qu'à l'époque de Machiavel, un ambassadeur, il était censé écrire un rapport tous les 2 ou 3 mois. Il avait le temps d'observer, de réfléchir. Le temps, c'était son meilleur ami. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Le temps, c'est l'ennemi.
Le diplomate moderne, il est littéralement bombardé d'informations, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il doit réagir en temps réel. On n'a plus le temps pour l'analyse de fond. On est passé en mode gestion de crise permanente. Alors, face à ce déluge, le vrai défi, ce n'est plus de trouver l'info, c'est de la gérer. Et surtout, comment on fait pour que l'expérience d'une personne ne se perde pas? Comment on la transforme en un savoir qui appartient à tout le monde, à l'institution? Eh bien, ça se passe en 4 temps. D'abord, on capture l'info du terrain. Ensuite, on la codifie, on la met en forme pour qu'elle soit facile à partager, puis on la diffuse via des outils internes, et enfin, le plus important, on l'applique dans les décisions de tous les jours. L'idée, c'est que le savoir ne doit plus être dans la tête d'une seule personne, mais dans les murs de l'organisation. Bon, on a vu l'évolution des outils, du rythme, des acteurs, mais au final, après tous ces siècles, à quoi ça sert la diplomatie aujourd'hui? Quelle est sa raison d'être? Eh bien, malgré tous ces changements, le cœur de la mission, lui, n'a pas bougé d'un pouce. Que ce soit aujourd'hui ou à la Renaissance, la diplomatie sert à une chose, gérer l'étrangeté. C'est-à-dire permettre à des peuples, à des cultures, à des pays qui sont différents et qui n'ont pas les mêmes intérêts, de vivre ensemble pacifiquement. Et dans un monde qui, parfois, donne l'impression de se fracturer de plus en plus, la grande question reste posée. Une chose est sûre, les outils de la diplomatie, eux, vont continuer à évoluer. Mais notre besoin de cet art ancestral, cet art de la négociation, de la confiance et de la compréhension, eh bien ce besoin-là, il n'a peut-être jamais été aussi crucial qu'aujourd'hui.